Je vous propose de commencer cette deuxième édition de Printemps numérique, placée sous le signe de l'innovation. Nous sommes à l'Université de technologie de Compiègne, entre le centre de transfert et le tout nouveau centre d'innovation, qui est sorti de terre il y a quelque chose comme 3 ou 4 mois. Président Storck, je parle sous votre contrôle. Ce matin, on souhaite aborder un enjeu assez général et avoir des visions stratégiques sur ce que le numérique, entendu comme une révolution de l'accès à la connaissance, va changer dans notre vie quotidienne. À la fois pour nous, les humains, mais aussi dans notre relation avec un certain nombre d'objets et de machines, source de fantasmes, mais aussi source d'espoir pour la création d'un certain nombre de nouveaux services utiles aux populations. Je vais vous demander, petit point pratique, de mettre vos portables sur vibreur. Les connexions Internet, vous avez sur vos badges les identifiants et les mots de passe pour vous connecter. Et je vous rappelle que également cette conférence est suivie en direct en streaming sur le site printemps-numérique.com. Nous sommes ici à l'UTC, nous sommes ici dans l'Oise. Et je souhaite remercier le président Rome, Yves Rome, sénateur de l'Oise et président du Conseil général, de son accueil, déjà l'an dernier au Palais impérial de Compiègne. On a fait un saut dans le temps. Mais en l'occurrence, on n'est pas dans l'Oise par hasard, puisque cette terre est pionnière en matière de numérique, tant sur le plan des infrastructures que des usages. Et on connaît le combat quotidien qui est le vôtre, aujourd'hui peut-être plus que jamais, pour défendre l'égalité d'accès au territoire en matière de numérique. Donc sans plus attendre, Monsieur le Président, je vais vous demander de rejoindre le pupitre et de nous dire ce que, selon vous, le numérique change dans nos vies quotidiennes. Merci. Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce matin au cœur de l'Oise, dans ce merveilleux centre d'innovation de l'UTC. Après avoir connu l'Empire, nous arrivons peut-être à une république qui aurait besoin d'être secouée, boostée, aménagée, numérisée, d'abord avant tout. Et c'est donc notre deuxième printemps numérique, qui est en quelque sorte un des tout premiers forums dédiés aux usages numériques. Heureux, car je suis convaincu, au-delà des difficultés institutionnelles, financières, morales, politiques, qui traversent notre société, je suis convaincu, au moins d'une seule et unique chose, c'est que la révolution numérique porte en elle la capacité de rebond de nos sociétés vieillissantes et fatiguées, que ce soit, bien entendu, en matière de croissance, en matière d'emploi, priorité de tous nos concitoyens, on le comprend, surtout lorsqu'on en est privé, eh bien, c'est le numérique qui sera, en tout cas, je le crois, notre outil essentiel de la sortie de crise. Et c'est d'ailleurs en fonction des jeunes générations pour lesquelles nous travaillons, même si nous sommes, aux yeux de certains, de vieilles institutions, qu'il faudrait renvoyer à un destin, on ne sait pas lequel d'ailleurs, et dans un délai qu'on a du mal à préciser. Donc, notre objectif, lorsqu'on est à la tête d'une collectivité comme celle du département de l'Oise, c'est de travailler pour les générations futures, tout en veillant à ce que le bien vivre ensemble au quotidien puisse s'exercer sur les territoires. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, de notre partenariat, M. Storck, M. le Président, avec l'UTC de Compiègne sur ce forum, car les étudiants d'aujourd'hui ont bien compris l'enjeu du numérique et ils s'en sont emparés avec fougue, avec la fougue de la jeunesse, de toutes les potentialités que nous offre le net, le cloud, les data, qui restent encore des mots bien mystérieux pour bon nombre de décideurs, parlementaires, membres des gouvernements, qu'il nous faut convaincre et mobiliser sans cesse afin de ne pas perdre de temps. Heureux,
car même si des efforts de pédagogie sont encore nécessaires, je crois profondément dans la capacité des élus locaux à agir pour le progrès social, pour le progrès tout court. Et c'est d'ailleurs le cœur même de mon engagement politique depuis bientôt plus de 3 décennies. Hier soir, nous étions à Beauvais, puisque nous sommes dans le centenaire d'un événement terrible qu'a connu notre continent. Nous étions hier soir à Beauvais sur ce thème-là, autour d'un phare, autour de la pensée de Jean Jaurès. Car il faut se souvenir combien le rôle des politiques, et il nous le rappelle souvent, au-delà des mots, c'est l'action concrète, pragmatique, circonstanciée parfois, que les élus conduisent. Jean Jaurès avait cette phrase qu'il me plaît de vous rappeler aujourd'hui: lorsque les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. Pas les mots à UX, hein, vous avez bien compris. Alors, au cours de ces dernières années, les collectivités territoriales ont été au rendez-vous du très haut débit aux côtés de l'État. Le plan France Très Haut Débit a accéléré et sécurisé cet immense chantier industriel, plus de 20 milliards d'euros. Chantier industriel, chantier d'avenir, essentiel, mais au sens premier du terme, dans un monde où la multiplication des usages numériques appelle la construction de réseaux pérennes. Et nous, les cantonniers de l'action publique, les vieux conseillers généraux, bien, on a compris que sans les réseaux, rien ne serait possible. Et aujourd'hui, essayons de dresser un constat que je juge particulièrement positif. Plus de 95% des territoires sont aujourd'hui couverts par un schéma d'aménagement numérique de leur territoire. C'est un progrès conséquent qui mobilise bien entendu l'ensemble du millefeuille que certains esprits brillants se plaisent à dénoncer et à critiquer. Des intercommunalités aux communes, en passant par les conseils généraux, les régions, toutes les collectivités ont compris que la seule voie possible de sortie de crise, c'était celle de la construction de ces réseaux. 64 départements font l'objet d'un projet déposé devant le Fonds de la société numérique, où 900 millions d'euros d'un ancien grand emprunt sont mobilisés par les collectivités territoriales. Et il se trouve que je siège, et j'y retrouve parfois M. Quignot, au titre de l'ADF, dans cette institution, pour individualiser les aides de l'État aux projets portés par les collectivités territoriales. Et ces projets cumulés représentent à ce jour plus de 6,5 milliards d'euros d'investissement portés par les collectivités territoriales, là où le marché avait décidé qu'il était inutile d'aller, c'est-à-dire sur les zones blanches de la téléphonie, sur les zones blanches d'Internet d'aujourd'hui. Des accords ont été donnés par cette société, les crédits sont déjà quasi épuisés, c'est pour cela que nous sommes à la croisée des chemins, pour une vingtaine de dossiers. 10 autres sont en attente d'individualisation par le Premier ministre lui-même, parce que le sujet est tellement important que c'est une signature du Premier ministre lui-même qui individualise ces aides. Plusieurs collectivités, au moins une dizaine, de l'Auvergne, en passant par le Calvados, l'Eure-et-Loir, le Loiret, la Manche et bien sûr l'Oise, qui est le premier dossier qui a été hier à Bercy consacré comme tel, avec une rallonge de 6 millions d'euros supplémentaires, full FTTH. Donc les choses sont possibles et vous voyez que la dynamique est en train de coaguler sur l'ensemble du territoire. Dans notre département, bien entendu, nous avons fait le choix de respecter une promesse, une priorité ou un engagement du président de la République, à savoir dans les 10 ans, mettre l'ensemble du territoire, full FTTH, sur la thématique principale de la fibre optique. Et non seulement on a rendu la chose possible,
Mais si j'en juge par le premier marché, que l'on a passé, un marché de 100 millions d'euros au passage, pour les 4 ans qui viennent, eh bien, à ce rythme-là, si les choses devaient se poursuivre dans le même état d'esprit, ce n'est pas 10 ans qu'il nous faudrait pour atteindre l'objectif, mais seulement 7 ans. Donc, cette dynamique fonctionne. Et nous avons donc créé un syndicat mixte ouvert, Oise très haut débit, le 6 juin dernier, 2013. Il rassemble à ce jour près de 400 communes sur un échantillon de 841 qui était atteignable dans les 10 ans, donc un début plus que prometteur. Et en mars dernier, une fois ce premier marché passé, j'ai eu le privilège de signer avec le président directeur général de la société SFR, Yves Charlier en personne, une convention de délégation de services publics pour exploiter notre réseau. Ce qui, bien entendu, vous l'avez compris, là, nous avons mobilisé avec un engagement du secteur privé 135 millions d'euros pour une période de 15 ans. Nous avons réussi à monter, grâce à l'aide précieuse d'un de nos collaborateurs malheureusement prématurément disparu, un processus particulièrement performant, puisque dans beaucoup d'endroits, les freins à la migration vers la fibre résident essentiellement dans le coût de l'abonnement. Eh bien, dans l'Oise, la migration vers la fibre optique coûtera 0 à chaque habitant. Ça sera pris en charge par notre délégataire et les fournisseurs de FAI. Alors, aujourd'hui, bien entendu, derrière les réseaux, j'ai toujours considéré que les réseaux et les usages étaient les deux faces d'une même pièce et qu'ils s'interpellaient l'un l'autre. Sans réseau, point d'usage. Sans usage, point de justification de l'investissement massif que nous devons effectuer dans la fibre optique. Alors, s'agissant des usages, notre collectivité s'est historiquement beaucoup investie pour multiplier les usages, et notamment en matière de services publics, mais aussi et surtout pour rendre le service au public beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je n'ai qu'un regret, moi, dans ces périodes, c'est que l'État, qui délivre souvent aux collectivités territoriales de doctes leçons, ne s'applique jamais à lui-même ce qu'il commande aux autres. Combien de possibilités aurons-nous pour rendre l'État plus efficace si seulement il envisageait l'idée de se numériser? Vous savez, à Bercy, ils sont très forts. Ils ont réussi au moins la numérisation de l'impôt. Alors si on a réussi ce prodige-là, je ne vois pas pourquoi on ne réaliserait pas dans les autres éléments de la vie en société des progrès conséquents. Dans notre département, en tout cas, nous avons pris des engagements pour rendre ce service public efficace. 48 heures chrono, c'est l'engagement fort de nos services pour apporter une réponse à chaque demande adressée sur le site oise.fr. Le bilan est particulièrement positif. Et d'ailleurs, il mobilise nos agents dans la réactivité et la construction même de la réponse. La plateforme WorkTools, réservée aux bénéficiaires du RSA, eh bien, a permis des progrès conséquents parce qu'ainsi les demandeurs d'emploi autour de cette plateforme numérique deviennent co-acteurs de la sortie du tunnel dans lequel ils sont mis dans l'ombre. La démarche Open Data et l'ouverture des données départementales depuis décembre 2013, avec le souci d'assurer, bien entendu, une meilleure transparence de l'action publique, mais aussi de renforcer ce qui fait des fois à nos sociétés, la confiance des citoyens dans leurs élus et dans les collectivités qui se chargent d'organiser leur vie et qui, pour la collectivité départementale, les accompagnent tout au long de leur vie, de la naissance à la fin de vie. L'open data qui doit s'ouvrir bien sûr sur le big data pour offrir des services au plus près des utilisateurs, au plus près des territoires, sur tout ce qui concerne les préoccupations dans lesquelles nos sociétés sont placées, la qualité de l'air, les flux de circulation, sur un réseau routier complètement engorgé, la prévention des risques naturels, bref, des évolutions particulièrement positives qui sont devant nous.
Et dans les prochaines années, nous avons l'ambition d'aller encore plus loin, car le numérique, outil global qui supporte des applications vitales pour nos concitoyens en matière d'éducation, de transport, François Ferrieux est devenu, après un long passage à l'UTC, le père de la mobilité courante dans le cadre du syndicat mixte des transports collectifs de notre département. On voit bien qu'en matière d'emploi, en matière de valeur créée sur le numérique, qui nous échappe d'ailleurs très largement. On travaillait avec un Compiègnois au Sénat, le maire de votre collectivité, sur la fiscalité du numérique. On voit bien qu'une grande partie de la valeur se crée aujourd'hui sur les réseaux et que cette valeur, elle est essentiellement captée par les fameux GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple, qui, si nous n'y prenons garde, à terme, rendront notre vie en société complètement incompatible, à force de capter toute la valeur qui se crée autour de ces réseaux. Alors, bien entendu, les dernières innovations, ça a été cité, que l'on nomme l'Internet des objets, en sont une illustration complètement évidente. Et ce sera d'ailleurs au cœur d'une de nos tables rondes. Une étude récente menée par Cisco en septembre 2013 évalue ce marché exponentiel à 14 000 milliards de dollars. 14 000 milliards de dollars. Vous voyez la révolution dans laquelle nous sommes. Il y a 2 jours, nous auditionnons au Sénat Axel Lemaire et Arnaud Montebourg, qui, lui, a déjà, en quelque sorte, anticipé sur ces évolutions et qui comprend parfaitement tous les enjeux qu'il y a pour notre nation, pour nos territoires, à s'investir massivement sur ce sujet, car ce sont des milliards d'objets connectés qui, dans les toutes petites années, vont pénétrer notre quotidien. Un des exemples emblématiques est aussi, bien entendu, la Smart City, ou la ville intelligente. On a bien besoin d'intelligence en ce moment. Si possible, plutôt que de l'intelligence individuelle, de l'intelligence collective. Un esprit de collaboration, et seul Internet permettra de nous le procurer. Les rues, les habitations, les bureaux, grâce à leur connectivité grandissante et la mobilité de nos concitoyens, changent l'ensemble de la société, nos modèles organisationnels. C'est ça qu'il faut changer, plus que aller colorier des cartes électorales comme on le faisait à l'époque de la maternelle. Alors, c'est pour cela que dans le département, tant que nous serons en vie, nous avons décidé d'accompagner ce changement pour lutter massivement contre la fracture numérique qui est en train d'isoler, de marginaliser les territoires ruraux, car souvent, d'ailleurs, on le constate aisément, la fracture numérique s'ajoute souvent, et très souvent même, à la fracture sociale. Et c'est pour cela que notre engagement d'hommes passionnés par la justice et l'égalité se coagule autour de cet objectif. Et c'est pour ça que nous voulons construire, pardonnez-moi l'ambition et le propos peut-être un peu imprudent, nous voulons construire un département intelligent. Car ce département intelligent doit allier la qualité environnementale et l'optimisation, bien entendu, des économies d'énergie. Et on sait bien que rien ne sera possible dans cette transition énergétique sans les réseaux numériques et sans les usages qui pourront se déployer sur ces réseaux. Les entreprises, les acteurs vont s'engager sur les territoires dans cette transition qui favorisera indubitablement la fluidité de la circulation automobile, l'optimisation des flux dans les lieux d'accueil du public, l'intermodalité ajustée, et puis les développements de cet écosystème sont en quelque sorte, de mon point de vue, plus qu'une mutation, une véritable révolution dans les organisations que nous aurons à mettre en place pour les organisations publiques, mais aussi pour l'industrie et la production. L'emploi, vous l'avez compris, la croissance seront au rendez-vous si nous réussissons à créer les conditions du déploiement de cet écosystème. Pour la puissance publique, il s'agit aussi bien entendu d'un enjeu essentiel
des modes de calcul et d'agrégation des données. Le data mining et l'Oise, pionnière, s'engage à relever ce défi. Comme le disait Jean Jaurès, le courage, c'est pas de dire, le courage, c'est de faire. Et dans ce département, j'y reviens, nous avons contribué puissamment à l'éducation des forces vives de la jeunesse avec le programme baptisé Ordi 60. Ce sont aujourd'hui plus de 80 000 ordinateurs portables qui ont été distribués aux jeunes collégiens de notre département. Et le département a engagé un vaste plan d'optimisation de la transition vers le tout connecté pour bien sûr préparer les générations futures à cette révolution, mais aussi pour favoriser l'attractivité du territoire, soutenir la croissance économique et offrir un service public adapté aux attentes de nos concitoyens. Et ces attentes sont multiples et nombreuses. Dans un département, dans une région où le rejet de l'autre, le refus de tous les systèmes et la révolte qui s'exprime par le choix des partis protestataires dans les urnes, pour celles et ceux qui s'y déplacent encore, moins de 4 sur 10, il y en a 6 qui disent « nous n'avons plus confiance dans ces organisations, dans cette société ». Et nous considérons que c'est sur ces territoires que la République française enracine sa compétitivité à l'échelle européenne et peut construire encore sa place dans un monde numérique globalisé. La collectivité départementale, vous l'avez compris, sera au rendez-vous. Et je tiens, pour finir, à saluer l'ensemble des intervenants et participants à cette deuxième édition du Printemps numérique. D'abord, Serge Pélisser et ses équipes pour le travail accompli cette année encore, mais plus particulièrement cette coagulation, cette collaboration pour mieux irriguer notre ambition autour d'Alain Storck et des équipes de l'Université technologique de Compiègne, qui, pour nous, Oise pionnière, demeure un phare de l'innovation qui, je l'espère, n'ira pas se perdre dans les espaces désertiques de Champagne-Ardenne, même si ce produit est un produit qui a une certaine valeur et qui pourra peut-être nous servir à oublier le fâcheux destin auquel on nous invite. Alors, malgré toutes ces craintes, toutes ces préventions, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée d'échange et de découverte, et si possible, trouver l'adresse d'un immeuble prestigieux de la République, Faubourg Saint-Honoré, pour lui adresser vos attentes et votre espoir dans une société qui redonnera à ses concitoyens confiance dans l'avenir. Internet, les réseaux, les usages sont, de mon point de vue, la seule et unique voie à emprunter si nous voulons encore, collectivement, construire un meilleur avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Rome. Merci pour cette conviction, cette ambition et cet optimisme, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle effectivement de numérique. On parle d'un projet de société et d'une ambition qui nous fait entrer dans une société on a dit de l'information, mais progressivement c'est une société de la connaissance. Alors peut-être se souvenir, Alain Storck, que Internet, au début, vient du monde académique. Il vient de l'université. Cette belle ambition, ce projet-là, il est né quelque part dans les universités. Et aujourd'hui, comment une université comme l'UTC s'empare de ce projet-là, comment elle le relaie, et comment elle devient une fabrique de l'intelligence que le sénateur Rome appelle de ses voeux. C'est la question. Très bien, merci. Le micro marche pas là. Si.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici, à côté de notre centre d'innovation, et je remercie très sincèrement notre président pour le vibrant plaidoyer qu'il vient de faire en faveur du numérique. Je suis totalement en ligne avec lui sur ce sujet, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait penser que la déclaration par Internet, c'était mardi prochain, la date limite dans le numéro 60, ce que j'avais oublié, ainsi que mon voisin. Et nous sommes donc très contents d'être dans le 60, effectivement, parce qu'on trouve là un accord sur une vision partagée du futur et sur le rôle du numérique qui nous va très très bien. En Champagne-Ardenne, il y a l'Université de technologie de Troyes avec laquelle nous travaillons, et peut-être que le Big Bang territorial va renforcer les liens qu'on aura avec l'UTT, avec notre sœur l'UTT. Avec l'UTT, mais je sais bien. Christian Lermignot, président de l'UTT, c'est ce qu'il me dit toujours. Et puis ensuite, il y a le champagne, donc on ne va quand même pas se priver d'une bonne chose dans la vie. Alors, non, c'est assez sérieux ce que je viens de dire, mais plus sérieusement, je voudrais dire effectivement quelques mots sur l'engagement de l'UTC dans le numérique, et dire déjà que cet engagement, il date pas d'hier matin. Puisque dès 1993, donc ça fait déjà un peu plus de 20 ans, l'UTC a été à l'origine du nœud du réseau Renater, au niveau de la région. Donc voilà, on a été aussi un peu précurseur en termes de réseau. Je vais citer très rapidement quelques autres éléments. Alors, je ne veux pas faire trop un catalogue, parce que dans ce cas-là, je crois que je vais prendre la parole aux autres intervenants, mais on a mis en place le cartable électronique pour les étudiants également, bien avant les opérations de soutien du ministère. Depuis plusieurs années, depuis des années, voire plus de 10 ans, on prête des portables aux étudiants qui ne peuvent s'en procurer pour des raisons de ressources financières. Il n'y a pas que la formation, il y a également toutes les conditions d'accueil, le logement. Je dis ça devant le président de l'ALESC, l'association des logements des étudiants et stagiaires de Compiègne. Depuis 10 ans, toutes les résidences étudiantes sont connectées en haut débit, 100 mégaoctets dans chaque chambre, c'est ça, Harry. Nous avons participé aussi au développement d'un réseau hertzien sur Compiègne. Plus récemment, donc, tous les étudiants de l'UTC ont accès à un environnement numérique de travail dans lequel ils ont accès à toutes les ressources numériques nécessaires à leur cursus scolaire, et pas simplement les cours, mais toutes les informations. On est en train, évidemment, en pleine évolution pour que tous les cours soient disponibles directement sur intranet et accessibles à partir de leur PDA. Voilà des évolutions récentes, et encore plus récemment, puisque c'est un travail en cours. Disons que les notes, l'évaluation, les étudiants auront accès très prochainement à l'ensemble de leur évaluation via le téléphone. Donc voilà, pour vous donner quelques éléments un petit peu quantitatifs et qualitatifs sur l'engagement de l'UTC dans ce champ-là, qui ne date pas d'hier matin, y compris dans nos engagements dans ce qu'on appelle les universités numériques, soit l'université numérique en région. Je rappelle, c'est quelqu'un de chez moi qui pilote ce dispositif, Uniciel, Manuel Majada, et aussi dans l'université numérique thématique ingénierie et technologie, qui est une université numérique nationale spécialisée dans notre domaine de la technologie. Bon, voilà un premier point. Ensuite, le président Rome a parlé de révolution numérique. Je souscris également, je l'utilise volontiers ce mot-là. Je parle même souvent de paradigme numérique, parce qu'effectivement on est face à une révolution et un paradigme numérique qui change considérablement les choses. On a souvent tendance à considérer que cette révolution consiste simplement, je dirais, à doter l'enseignant ou les clients d'outils plus performants. Moi, quand j'ai démarré
ma carrière universitaire en tant qu'assistant, ça n'existe plus. Effectivement, on faisait encore la craie au tableau. Un peu plus tard, on a commencé à avoir le feutre sur le transparent. Un peu plus tard, le PowerPoint. Encore un peu plus tard, l'outil multimédia. Donc on voit bien les progrès, mais ce sont des progrès qui vont continuer et qui sont des progrès au niveau des outils. Mais là, on est face à quelque chose de beaucoup plus profond que simplement la disponibilité en outils plus performants. Et cette révolution, elle se traduit effectivement, et y compris sur le champ de la recherche, par la mise en connexion à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète, des cerveaux humains pour générer un nouveau monde. Pour générer un nouveau monde économique, pour générer un nouveau monde social. Et ça, c'est beaucoup plus profond, effectivement, que la disponibilité en outils plus modernes sur lesquels on ne crache pas. Le président a parlé tout à l'heure de culture. On est aussi face, et là je parle plus des impacts pédagogiques à l'intérieur d'une maison, il y a une révolution culturelle qui est nécessaire. Nous avons face à nous des étudiants dont on dit qu'ils sont digital natives, ce qui est vrai, on peut le constater tous les jours. Et je voyais une enquête récente qui disait qu'aujourd'hui, parmi les 3 outils, le smartphone, l'ordinateur et la tablette, le smartphone et l'ordinateur, vous les avez ici tous les 3. Chaque étudiant aujourd'hui en moyenne utilise 2,5 de ces outils. C'est considérable, c'est proche des 3 en même temps. Et donc là, on est face à cette réalité qui fait que si à l'intérieur des universités, on continue à faire des cours traditionnels, comme ici dans un amphithéâtre avec un prof qui parle, alors que les étudiants ont accès à l'information et peuvent vérifier en ligne directement si le savoir donné est juste ou faux. Je crois qu'il faut qu'on intègre ceci. Alors on l'intègre, c'est facile à envisager ce qu'il faut faire, de dire il faut mettre en place des modes multimodales, comme on dit aujourd'hui. Par contre, on est face à des résistances, je dirais même, à des aspects, à des résistances culturelles. Nous venons de faire, et c'est ma directrice de la communication qui a fait partie de cette mission. Nous venons de faire une mission aux États-Unis, au MIT et à Harvard, au cours de laquelle ont été un petit peu regardée la manière dont se faisait la pédagogie dans ces institutions. Ça n'a plus rien à faire du tout avec le mode traditionnel de l'amphithéâtre. On est dans le mode multimodal où l'enseignant a un rôle complètement différent de coordonnateur, d'évaluateur, où l'accès direct se fait aux outils multimédia dans une petite salle. Donc on est vraiment dans un mode nouveau, multimodal, où l'étudiant lui-même contribue à la construction du savoir, où l'étudiant lui-même constitue multimodal et mode collaboratif. Et l'innovation, puisqu'on parlait tout à l'heure d'innovation pédagogique, on sait bien, et ça c'est Bernard Stiegler de chez nous, le philosophe spécialiste des mécanismes d'innovation, qui parle d'innovation contributive, où on est dans une approche beaucoup plus circulaire, où chacun des acteurs, et pas simplement les concepteurs, peuvent apporter quelque chose au mécanisme d'innovation, y compris le client potentiel futur. Si on parle d'innovation par les usages, eh ben, on se retrouve de plus en plus également au niveau pédagogique, en innovation pédagogique, dans une innovation qui doit être pédagogiquement contributive, où l'étudiant lui-même a un rôle dans l'accès au savoir et peut apporter également sa contribution. C'est ce que je cherche son nom depuis tout à l'heure, je ne sais même plus comment elle s'appelle. C'est ce que ma directrice de la communication, j'ai un trou, Nadine Luft, j'ai oublié ton nom. Ça c'est la fatigue, et c'est ce que Nadine Luft a bien pu mesurer sur ces évolutions en cours aux États-Unis, et notamment dans les établissements les plus prestigieux. Alors, cette révolution est en marche. Nous, à l'UTC, j'ai cité quelques éléments tout à l'heure récents, mais nous avons cette réflexion. D'ailleurs, on a proposé, je le dis là aux décideurs, dans le contrat de plan État-région, on a proposé un certain nombre de projets.
qui répond à des enjeux pédagogiques et de formation pour un plan, donc mise en place de nouveaux lieux d'apprentissage. On parle beaucoup aujourd'hui de Learning Center. C'est pas un gadget, le Learning Center. C'est un nouveau mode d'apprentissage où la bibliothèque traditionnelle conserve son rôle d'échange, d'accès à des ressources documentaires, mais où elle joue un rôle nouveau dans la pédagogie et l'accès à l'information et au savoir de nos étudiants. C'est aussi, je parlais de culture, on a des digital natives, mais on a des enseignants qui ont de l'âge, qui sont pas nés avec ça, même si certains s'y sont mis à 60 ans. Mais on a aussi là une mise en place d'outils d'accompagnement des enseignants parce qu'il y a des résistances culturelles et parce que l'enseignant qui a démarré sa carrière en 70 ou en 80, où il avait une responsabilité totale d'évaluateur, de concepteur, de producteur, etc., l'ensemble des missions pédagogiques, aujourd'hui ces missions pédagogiques dans ces nouveaux modes, il faut qu'il les partage avec d'autres. Et ça, c'est aussi une révolution intellectuelle et culturelle qui se fera progressivement, mais c'est pour ça qu'on est à mon avis, dans une bifurcation forte. Il y a également le rôle du numérique au niveau du maillage numérique de différents sites. Ça, c'est également important. Et je voudrais donner comme exemple notre ambition à ce niveau-là, à l'échelle internationale, puisqu'on ne l'a pas dit, nous sommes en train de construire une université mondiale de technologie qui s'appuie sur des antennes en Chine. Vous savez que nous avons une antenne à Shanghai, pas virtuelle du tout, réelle, thématique, plutôt dans la ville durable et dans le génie des systèmes urbains. Nous venons d'ouvrir il y a 2 mois une antenne au Chili, un tronc commun au Chili qui se positionne sur d'autres thématiques, donc plutôt transport, plutôt chimie du végétal. Notre idée est de progressivement construire des antennes que l'on mettra en réseau, à la fois, et donc où le numérique joue un rôle considérable dans cette mise en réseau, une université numérique mondiale de technologie, et où les échanges de modules entre différents sites, de modules pédagogiques, pourra se faire aussi via le numérique. Donc vous voyez que même au niveau des enjeux à l'international, on retrouve effectivement le numérique. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de tarte à la crème. On entend beaucoup parler de MOOC, donc Massive Open Online Courses. Le ministère s'y est mis à fond avec la plateforme numérique Fun, qui est limitée aux Français d'ailleurs. Je ne sais pas si on veut développer massivement au monde des MOOC français, s'il ne faut pas aussi envisager peut-être la question de la langue et de l'anglais. Bon, il y a des effets de mode, il faut les observer, mais là on est surtout dans les modes d'outils quand on parle de MOOC. Les enjeux du numérique, au-delà de la formation, se situent également dans le développement d'outils et de méthodes numériques, dans les champs de la recherche et dans les champs industriels, pour les questions de modélisation, de calcul, de réalité augmentée, d'ingénierie numérique. On sait bien que les besoins de simulation sont de plus en plus forts et nécessitent d'écoles de calcul et des moyens de calcul de plus en plus conséquents et de plus en plus réseautés là également. Donc on voit également le rôle sur ce champ-là. Et puis sur la question des enjeux des infrastructures, et puis le président l'a cité, du cloud et des big data. Donc on voit bien que les enjeux du numérique, non pas uniquement en tant qu'outil, mais en termes de processus, sont effectivement tout à fait considérables. Il parlait également de la fracture numérique. Ça, c'est un souci que nous avons... je ne savais pas que vous me regardiez. D'accord, je vous ai vu. La fracture du numérique, c'est également quelque chose à laquelle on est sensible, et aussi dans le champ de l'innovation. On sait très très bien que les problématiques d'innovation, d'écosystème, peuvent poser des problèmes entre ceux qui la font et ceux qui sont à l'extérieur. Donc fracture du numérique, fracture par des quartiers d'innovation, ce sont des problèmes qu'il nous faut résoudre également. Donc j'avais encore prévu de parler 20 minutes, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, il me semble que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire sur cette question-là. Donc c'est un outil privilégié, mais c'est beaucoup plus que ça. Et nous souhaitons,
ce sera mon dernier mot, avec, en partenariat, puisque nous sommes en train de construire un partenariat fort, et je crois que c'est sur ce numérique que nous nous sommes essentiellement retrouvés dans l'établissement de ce partenariat. Je souhaite effectivement qu'avec le Conseil général, on arrive à, sur la base de ce partenariat qui se construit, à aller très très loin et faire que notre territoire, l'Oise, devienne une ville et un territoire intelligent et attractif. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Président, d'avoir respecté le tempo. Ça m'aurait été extrêmement embarrassant de vous couper la parole chez vous, ici à l'UTC. J'ai dépassé mon temps ? À peine. À peine. Merci beaucoup. Donc, l'université, cette mobilisation, effectivement, et cette ouverture sur le monde à travers le numérique, des partenariats, on le voit avec les territoires, et bien plus loin, jusqu'en Chine, et cette capacité à répandre la connaissance. Il y a un autre type d'intelligence dont on souhaitait parler avec Anne-Sophie Bordry, c'est cette espèce d'environnement massivement connecté, comme dira Xavier Dalloz qui prendra la parole sur la table ronde suivante. On est massivement connecté et en relation non seulement avec des personnes, évidemment, c'est le cas du téléphone mobile. L'an prochain, je vous signale qu'il y aura plus de téléphones mobiles en circulation que d'êtres humains sur Terre. Voilà, ça c'est fait, et qu'on estime que pour le coup, il y aura encore plus d'objets connectés, Anne-Sophie Bordry. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie que d'être environné comme ça de capteurs, d'objets avec lesquels on est en relation, qui nous amènent de l'information, sur lesquels on a une influence, un pouvoir. Essayez de nous dresser cette prospective en 10 minutes, comme on en a convenu. Merci. Déjà, je voudrais remercier le sénateur, président du Conseil général, de son invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les objets connectés, c'est la révolution qui s'annonce, et c'est une révolution qui vient après celle des réseaux sociaux, donc qui va avoir un effet amplificateur. Non seulement les gens peuvent parler entre eux à travers des plateformes, mais ils vont pouvoir parler entre eux et parler à des objets et recevoir des datas des objets. C'est donc pour la première fois qu'Internet va avoir un impact territorial. Et c'est pour ça que c'est très important que les collectivités territoriales soient en premier chef intéressées par ce sujet. Donc le sénateur Yves Rome a tout à fait raison de dire que c'est au niveau des collectivités locales, au niveau du département, que se joue non seulement l'infrastructure, mais surtout les usages. Et les services publics connectés vont être moteurs aussi pour cette nouvelle révolution qui s'annonce. Alors on parle d'un marché au niveau mondial de 14 000 milliards de dollars. D'ici à 2020, c'est extraordinaire comme chiffre, c'est même très difficile de réaliser ce que ça signifie. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une prise de conscience de la collectivité sur cet événement, pour pas qu'il y ait de décrochage entre les utilisateurs, qui ont tous des smartphones, qui vont bénéficier d'applications très rapidement directement à l'utilisateur, qui vont bénéficier de données qu'ils n'ont jamais soupçonnées avant, qui sont la qualité de l'air, de tout leur environnement du quotidien. Et il ne faut absolument pas que les collectivités soient en décrochage de ce mouvement-là. Il est très important d'être moteur et d'accompagner ce développement. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien ? Il est évident que c'est un changement de paradigme. Il y a à la fois tous les objets qu'on connaît du quotidien qui sont électroniques, qui vont être très faciles à connecter. Donc, vous savez, être 99% des objets électroniques qui vont être très facilement connectés avec des capteurs. Ça coûte très peu cher de connecter un objet. On peut prendre l'exemple de la brosse à dents connectée. Il y a déjà des brosses à dents électroniques. C'est très facile à connecter. Il y a la cigarette électronique qui maintenant est connectée. Vous en avez un certain nombre qui arrivent sur le marché. Donc tout ça, c'est assez simple à faire, c'est assez simple à produire. Tout ce qui importe, c'est l'intelligence du software qui va vous délivrer le service. Et ce service sera territorial. C'est ça qui est très important de comprendre, et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir un mélange public-privé sur cette thématique-là, de réflexion. C'est très important que les universités se mettent dans un réseau global de recherche, parce que tout change. On voit aux États-Unis que la recherche sur le cerveau est une priorité pour eux. On arrive à un cerveau connecté, et les digital natives ont un mode de réflexion qui est complètement différent, un mode de raisonnement qui est complètement différent, qui doit se voir déjà à l'université, c'est-à-dire qu'on raisonne en temps réel et on réfléchit en temps réel sur l'équivalent d'un Google Doc Share,
Et ça, c'est un apprentissage complètement différent. Et monsieur le directeur de l'université, ce qui est très important, c'est ça, c'est de partager et de réfléchir en temps réel. Et ça change complètement le système de la R&D. Donc tout notre environnement change, notre quotidien va changer, et les usages vont être très faciles d'accès. Si vous voulez, vous allez avoir sur vos smartphones un certain nombre d'applications, et vous allez avoir tout votre univers de la maison, votre univers de transport qui va changer. Vous allez pouvoir tout optimiser, et ça va impacter, comme ça impacte votre quotidien, ça impacte la ville et ça impacte le territoire. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre aujourd'hui, parce que ça va aller très vite. On est déjà tous en connectivité permanente, on est tous en mobilité permanente, et donc ces objets connectés vont être dans les usages de tous d'ici quelques années, très rapidement. Alors après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est la question du standard. Et quel est le rôle? Est-ce qu'on va avoir un standard américain? Est-ce qu'on va avoir un standard français dans les objets connectés? Donc je crois que ce serait très important, et c'est pour ça que nous avons créé ce think tank, que la France réussisse à prendre le tournant des objets connectés en essayant d'avoir un standard. Alors il y a plusieurs types de standards dans les objets connectés. Il y a celui de l'infrastructure, donc il y a Sigfox en France qui essaie de créer un standard pour le très bas débit, donc ce qui permet de connecter les compteurs électriques. Donc ça permet d'avoir des datas sur des fréquences très faibles, et c'est très intéressant pour les économies d'énergie. Donc eux essaient d'être standards à ce niveau-là d'infrastructure. Et vous pourrez avoir différentes échelles de standards, c'est-à-dire qu'il y a les bas débits et il y a le très haut débit. Le très haut débit, c'est essentiel, et c'est le combat d'Ivrom qui est d'être pilote dans le très haut débit, et ça, c'est essentiel pour demain, et c'est essentiel déjà pour aujourd'hui, donc c'est bien d'y être, d'être pilote et d'être exemplaire en France. Après, il y a la notion du standard au niveau des API. C'est-à-dire que si vous parlez dans 3 ans, on aura tous environ 8 objets connectés sur nous. Ça pourrait être des bracelets connectés, des montres connectées, les Google Glass, etc. Il faut que tous ces objets puissent communiquer entre eux, parce que sinon un être humain ne pourra pas aller toute la journée sur 10 apps différentes pour regarder ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien couru? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien respiré? Etc. etc. Et donc ça, on restera dans le gadget, si vous voulez, si on n'a pas un standard qui permet de faire parler les familles d'objets connectés entre elles. Et ça, qui va être moteur dans cette plateforme-là? Ça serait très intéressant de s'y préoccuper. Est-ce que tout ça va partir dans une entreprise privée? Est-ce que tout ça va être collaboratif? Est-ce que ça va être en open source? Voilà. Et ça, c'est une réflexion qui doit se mener rapidement. Nous avons fait une réunion au commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui est une haute administration à Matignon. C'est important que les questions se posent à ce niveau-là et se posent au niveau européen. C'est exactement comme le GSM, qui est une norme européenne pour le téléphone mobile, qui permet à tous les opérateurs de se plugger sur la même norme et qui permet à tous de pouvoir communiquer entre nous en Europe, alors qu'aux États-Unis, il y avait 2 normes pour le téléphone mobile. Donc si vous vouliez téléphoner à quelqu'un qui n'était pas sur la même norme, vous étiez dans l'incapacité de le contacter. Donc ça, c'est la dérégulation maximum aux États-Unis et le secteur privé au maximum aux États-Unis qui a donné cet effet pervers. En Europe, on essaie d'accompagner le changement, et c'est ce que fait Ivrom ici, c'est-à-dire de s'intéresser à ces notions de standard pour qu'il n'y ait pas de décrochage et pour surtout lutter contre la fracture numérique et les effets pervers d'une concurrence très forte. Toutes ces données seront intéressantes grâce à l'intelligence des softwares, et en France, on a les talents, on a les ingénieurs, on a les électroniciens et on a les designers. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire des objets connectés qui marcheront et qui auront un succès global. Ce qui est très important, c'est d'avoir considération de lier le physique avec le virtuel, le software. La logistique de distribution de ces produits est extrêmement importante. Alors on a des grands distributeurs en France. Ils peuvent être, eux, des nouvelles fenêtres de distribution de ces objets connectés. Typiquement, si on prend l'exemple toujours de la brosse à dents, il y a un Français qui en a inventé une brosse à dents électronique connectée. C'est une start-up, c'est génial. Elle est allée à Las Vegas
Le problème, c'est que quand elle est allée à Las Vegas, elle a rencontré Oral-B, qui est américain, qui a déjà un circuit de distribution mondial. Ça veut dire que si Oral-B demain fait sa brosse à dents électronique connectée, quid de la start-up française? C'est-à-dire que le circuit de distribution, c'est pas avec un petit site internet, une image de marque à créer, qu'ils vont rattraper le temps, parce que tout se joue dans une question de temps sur les objets connectés et leur diffusion et la distribution. Donc ça, c'est très important que les institutionnels, que les étudiants, que tous comprennent l'intérêt de ces objets connectés, de ce nouveau marché, parce qu'il est difficile. C'est pas juste créer un software, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter. On n'est pas dans son garage à créer un software que tout le monde va utiliser naturellement. On est dans des objets qu'il faut distribuer sur le territoire et à l'échelle mondiale, puisque la concurrence est à l'échelle mondiale. Donc c'est en cela que c'est une révolution extrêmement difficile, et ce serait très important qu'il y ait une collaboration en France entre le secteur privé et le secteur public pour accompagner ce changement, pour qu'on ait un grand leader en France. Je m'arrête là, mais je peux continuer si vous voulez. Merci beaucoup Anne-Sophie pour effectivement ce point sur ce marché où la France a des vrais talents à faire valoir, vous l'avez souligné, on pense à des gens comme WeThings évidemment, mais bien d'autres dont un certain nombre étaient présents au CES de Las Vegas l'an dernier, et puis dans l'amphithéâtre du centre d'innovation, il y a une vingtaine de startups qui sont en train de se bagarrer pour partir à Vegas en janvier. Et il faut partir au bon moment, parce que si vous partez trop tôt, vous vous faites piquer l'idée. Hein. Oui, on a bien entendu effectivement avec ce que vous dites sur la brosse à dents, mais ils vont aller se plonger dans le grand bain, et c'est vrai que la question des objets connectés est vraiment aujourd'hui, il y a un savoir-faire français qui se dégage. Il y a effectivement ça, il y a le problème des brevets, il y a un brevet européen, il n'y a pas beaucoup de brevets dans le domaine du soft dans les objets connectés, c'est juste la qualité de l'intelligence du soft qui va faire la différence. C'est pour ça que la concurrence est extrêmement dure, il ne faut pas aller trop tôt à Las Vegas. Il ne faut pas se dévoiler trop tôt. Ouais, il faut déjà avoir un circuit de distribution préétabli, prédessiné. Ça veut dire qu'il faut lever de l'argent. Et c'est très difficile de lever de l'argent en France. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire ici. Mais c'est très difficile d'atteindre les bons seuils pour avoir ce fameux circuit de distribution. Et la Balance WeThings, typiquement, elle a levé de l'argent. Ouais. Elle a bénéficié de la BPI. Et son circuit de distribution aujourd'hui, il est très novateur. Est-ce que ça va être... on trouve déjà la balance dans un magasin SFR. Est-ce qu'on va acheter une balance connectée chez SFR ou pas? Donc il y a toute aussi cette notion de positionnement de la distribution qui est très importante dans la réflexion d'une start-up aujourd'hui. On l'entend, effectivement, le modèle économique est stratégique dans ce domaine. Francis Jutan, vous êtes membre du Conseil national du numérique et auteur de La métamorphose numérique. Alors, vous ne parlez même pas de société de la connaissance, vous parlez de civilisation de la connaissance et de la coopération. Donc, que vous ont inspiré les présentations précédentes, et puis qu'est-ce que vous voulez dire par là, puisqu'effectivement tous les êtres humains sont connectés ou connectables, on va avoir des connexions avec un certain nombre d'objets, on est dans une espèce d'environnement, de noosphère, comme disait Teilhard de Chardin, connecté, et comment ça va changer notre vie, et comment effectivement on peut faire advenir cette civilisation de la connaissance et de la coopération derrière. Oui, bonjour à tous, vaste programme. Donc je suis d'accord effectivement avec un peu tout ce qui a été dit auparavant. Effectivement sur le numérique, je dirige aussi un think tank qui s'appelle Futur Numérique, et on a coécrit à une quinzaine, dont Bernard Stiegler, un livre qui s'appelle La métamorphose numérique. L'idée est venue parce qu'on parle beaucoup d'évolution, de révolution, de transition, et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de beaucoup plus grand au niveau de l'humanité et de l'évolution humaine, qui est une véritable métamorphose. Des métamorphoses comme il y en a eu peu dans l'histoire de l'humanité. On dit que c'est la quatrième, enfin certains disent que c'est la quatrième. Il y a eu celle des outils qui a permis le début de l'humanisation. Il y a eu ensuite des civilisations nomades. Il y a eu ensuite une grande métamorphose lorsque l'homme a commencé à se sédentariser et à pouvoir, comme ça, entamer un processus de thésaurisation et d'intégration du développement de ses outils, de ses structures, son organisation.
Il y a eu ensuite la troisième métamorphose qui est arrivée lorsqu'on a domestiqué de l'énergie. Et ça a développé ce qu'on appelle la phase de l'industrie et du commerce. Donc avec, vous connaissez, au XVIIIe siècle pratiquement ça a commencé. Et on est arrivé à une grande phase d'industrialisation à partir du XIXe siècle, qui nous a permis d'ailleurs de construire toutes les infrastructures d'information et de communication qu'on utilise aujourd'hui, et qui a donné aussi la société de la consommation, avec un certain nombre de dérives auxquelles on a pu assister, notamment dans le domaine de l'énergie, l'utilisation de la surutilisation de l'énergie, d'un certain nombre de matériaux. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase, une métamorphose liée à un développement, une hypertrophie des fonctions d'information et de communication. Parler de métamorphose, ça veut dire que c'est plus qu'une simple évolution, sélection, substitution. C'est une métamorphose, elle se caractérise par le fait que cette métamorphose déclenche un ensemble d'évolutions simultanées qui vont interagir et qui vont donner une évolution très très forte, qui peut être très violente. Dans la théorie du système, on appelle ça une bifurcation également. Et c'est très lamarckien, comme on dit, comme évolution. Et on assiste à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, le numérique change toutes nos façons de faire, impacte tous les domaines. On a parlé de la formation, bien sûr. On parle de la santé. La santé a entamé une transformation très, très, très profonde. On parle effectivement du bâtiment, de la ville. En fait, tous les secteurs d'activité vont être touchés. Et ce qui est frappant, c'est que ces évolutions se résonnent les unes des autres, influent les unes des autres. Et donc, aujourd'hui, on est parti dans un cycle assez profond. Au début, on pense que c'est un peu une substitution des technologies nouvelles qui nous permettent de faire des choses nouvelles, mais au fond, elles vont nous emmener à une transformation à la fois de la structure de la société, mais plus encore, c'est la première métamorphose qui touche le cognitif, c'est-à-dire la façon même dont nous pensons, nous raisonnons. On a pu voir ça depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, un des marqueurs, c'est le fait que on commence, en parlant, à faire de plus en plus de fautes par rapport aux Français qu'on possédait, et ça touche même les couches les plus évoluées. Ça veut dire que notre cerveau commence à fonctionner, notre système nerveux commence à fonctionner avec, au-delà de l'écrit, les écrans sont arrivés, l'image est arrivée et nous mobilise différemment. Et bien sûr, on stocke l'information de plus en plus dehors, on a accès à de la connaissance, on a du big data qui va nous faire du calcul. On est en train de faire évoluer en profondeur la structure cognitive de l'humanité. Ça va avoir plusieurs conséquences. À l'Institut Mines-Télécom, on y travaille là, en disant qu'il y a 3 cercles qui vont se développer. Avec ces outils, il y a le cercle de la coopération massive, qu'il va falloir outiller pour qu'elle puisse être utilisée. La coopération massive, c'est des humains, comme vous et moi, qui travaillons ensemble. Et avec un certain nombre d'outils, on pourra en tirer une quintessence. Il y a une deuxième source d'évolution qui est l'évolution de l'intelligence machine. Les puissances de traitement aujourd'hui et les algorithmes et le potentiel de traitement de connaissances fait le traitement des machines, l'intelligence artificielle va générer de nouveaux types de connaissances. Et il y a la troisième composante qui est effectivement cette composante cognitive. Comment va-t-on nous-mêmes réorganiser la façon dont nous pensons, nous raisonnons, les modèles que l'on a du monde et de ses comportements. Et ces 3 choses vont interagir ensemble, et c'est ce que j'appelle la coévolution homme-numérique qui est en train de s'opérer. Et c'est un enjeu très important, puisqu'il va y avoir des débats là-dessus, sur cette coévolution numérique. C'est une forme que je pousse, où l'humain va avoir sa place, va s'augmenter, se transformer, va coopérer avec les machines. Il y a des évolutions beaucoup plus profondes que certains appellent de leur vœu. On appelle ça le transhumanisme. C'est le CTO de Google, qui, entre autres, qui défend tout ça, où on va quelque part transformer, équiper l'homme et l'effacer petit à petit devant les machines. Alors il y a plusieurs tendances. Ce n'est pas le lieu de débattre de ça aujourd'hui. Donc ce qui est sûr, pour résumer, c'est que nous sommes devant une transformation profonde. La chenille, en se donnant des ailes, transforme toutes ses façons d'opérer, son accès à la nourriture, sa vitesse de voyage, son exploration, aussi ses prédateurs,
et il y en a dans le domaine, tout est en train de se transformer. Alors, par rapport à cela, il y a plusieurs positions. Il y a une position qui est de dire, je vais essayer de... Il y a la position de l'aveuglement. Ce n'est jamais avec de nouvelles technologies, on en a déjà absorbé beaucoup, c'est pas grave. Il y a une autre position qui est de dire, fuyons. Fuyons ce vortex de transformation dans lequel nous sommes. Et puis, il y a une autre position qui dit, allons-y, sautons dedans. Mais pas en ayant forcément une position irénique, au sens tout ça va nous amener du bonheur, etc. Non, il faut le faire avec conscience également. Bien sûr que ça va nous apporter beaucoup de ce qui a été dit par Anne-Sophie Bordry est vrai et profond. On va pouvoir en tirer beaucoup de choses. Donc, quelque part, il faut se lancer, il faut innover, il faut créer, il faut utiliser. C'est pas un monde de bisounours. On a un rapport qui va sortir là bientôt du CNUM sur les grandes plateformes numériques et leur neutralité. On est en grand danger. En grand danger de perdre notre capacité à choisir. Enfin. Ces plateformes sont très utiles. Elles construisent, elles apportent beaucoup, mais elles peuvent amener à des prises de contrôle dans le monde qui sont excessives. On ne peut pas totalement les accuser, puisque finalement, ils se développent, ils font du commerce, ils font du business, notre monde est marchand. C'est à nous de nous battre pour reprendre notre destin en main, quelque part. Cette transformation cognitive profonde va aussi toucher, ça a d'ailleurs été évoqué par plusieurs intervenants, il va falloir qu'on change de valeur. Notre société de consommation, elle a été bâtie sur des valeurs de l'excellence, du people, c'est-à-dire de la sélection de quelques-uns sur lesquels on concentre les choses. Aujourd'hui, on a une société de la connaissance. Il ne nous faut pas l'excellence, il nous faut la qualité et faire bouger l'état de l'art dans tous les domaines. Il n'y a pas besoin de les sélectionner, il n'y aura toujours qu'un prix Nobel dans une discipline. Il faut aller plus avant. Et dans le think tank en question, là, on a réussi à lancer, avec le soutien de la Fondation Télécom, on a réussi à lancer un sujet sur l'efficacité collective. Moi, je pense que personne ne pense sérieusement qu'un homme providentiel va sortir la France de la situation dans laquelle elle est. C'est bien des efficacités collectives à tout niveau qu'il faut développer. Et je pense que les collectivités locales, même très locales, sont ce qui va nous permettre, sont les éléments qui vont nous permettre de reconstruire une gouvernance adaptée à cette évolution, à ces évolutions de rythme et à la coopération. Ça ne veut pas dire qu'on peut supprimer tous les niveaux. Dans cette vision de prospective, on a un niveau qui est le niveau féodal, dans lequel travaillent une partie des politiques, parce qu'ils ont assumé des fonctions comme ça. On a ajouté, les entreprises nous ont permis de développer des capacités. Il y a des entreprises qui marchent très très bien en France. Ils nous ont permis d'ajouter l'efficacité dans l'industrie et le commerce. Il faut qu'on rajoute de l'efficacité collective dans toute la façon de procéder. Donc je devais en arriver probablement à ma conclusion. La conclusion, c'est donc qu'il faut foncer, sans réfléchir, il faut faire. Parce que c'est en faisant qu'on fait le terreau, et on est en grande urgence en France de perdre nos savoir-faire. Aujourd'hui, je pense qu'on ne saurait pas recréer un Google. On a perdu. Alors il y a des entreprises qui le font, donc on travaille le terreau, on aide les start-up, les PME à grandir, à fixer de la compétence sur laquelle on peut bâtir. Ça me semble très important. Mais en même temps, comme ces transformations sont profondes, il faut qu'on ne soit pas uniquement le nez dans le guidon, il faut qu'on regarde où cela nous mène. Et donc, il y a des problèmes très profonds qui vont se poser, d'ontologie, de mode d'évolution de l'humain, d'écologie également, puisque on est devant cette problématique d'une Terre à 10 milliards, comment on va la traiter. Et tout ça est très, d'ailleurs, ça nous donne de l'énergie de réfléchir sur le long terme. Et puis, on a aussi besoin de réfléchir à des problèmes éthiques, puisque, au sens, quel est l'impact de tout ça sur la société. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'est beaucoup excité sur le vivant, ça va revenir, puisqu'il y a des transformations profondes. Et donc, certains appellent ça une approche un peu spirituelle des choses, c'est se reposer la question du projet humain. Et c'est en faisant ça, en se remobilisant à tous les niveaux, en reprenant notre destin en main, je pense que l'on pourra mettre en œuvre tout ce qui a été dit avant. Et je terminerai avec le sénateur Rome. Je pense que, par exemple, le très haut débit est capital, mais il faut en même temps que les collectivités s'emparent des services et des usages qu'ils permettent. Et donc, il y a des opportunités actuellement en France de
peut-être ne pas laisser à quelques-uns, qui savent peut-être pas tout quand même, la capacité de décider d'un certain nombre de choses. Et donc si les collectivités prennent des initiatives dans ce domaine, je parle pour l'Institut Mines-Télécom, nous serons à vos côtés. Merci. Merci Francis Jutan. Alors, Francis, est-ce que vous m'autorisez à montrer votre carnet? Parce qu'en fait, tout est là. Vous voyez comment fonctionne le cerveau humain, et ces cerveaux qu'on est en train d'interconnecter, c'est ça l'intelligence collective, tout est là, vous voyez. À un moment donné, on se demande comment la réflexion en profondeur sort d'une petite feuille de papier comme ça. C'est la nouvelle évolution. Mais c'est les mots-clés, c'est un nuage de tags. C'est le numérique. Je ne peux pas empêcher de dire qu'il y en a plus dans le livre qu'on a fait qui s'appelle La métamorphose numérique. Mais moi, voilà, je rêve d'être connecté à ce cerveau-là. Donc, merci beaucoup, Francis. Et vous avez soulevé l'alternative qui est subir ou choisir. Et effectivement, pour choisir, il faut connaître. Pour choisir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut apprendre. Alors ça commence tôt. Bruno Jambon, Christophe Houtier, ça commence très tôt même. Puisque effectivement, à votre échelle, avec votre technologie qui, je le rappelle, est la connexion Internet par satellite, qui a fait des progrès considérables depuis 3 ans, qui permet aujourd'hui d'alimenter des territoires ruraux, voire parfois extrêmement enclavés, jusqu'à 20 mégas de débit. Donc vous avez connecté des écoles, et puis vous venez d'être également choisi dans le cadre du plan très haut débit pour accompagner la connexion de 9000 écoles en espace rural, etc. Donc aujourd'hui, comment vous regardez la manière dont ces écoles s'approprient votre technologie? Est-ce que vous arrivez finalement un peu comme le Messie, c'est-à-dire on vous apporte l'Internet, ah bon, c'est possible? Est-ce qu'il y a de ça? Et puis derrière, voilà, on voulait aussi saluer la contribution qui est la vôtre à accompagner dans tous les territoires, parce que l'égalité des territoires, c'est ça aussi, le fait de pouvoir accéder à cette ressource et à cette connexion des intelligences. Oui, alors merci Sébastien. Effectivement, comme le président Rome le disait en introduction, nous allons vous parler aussi d'usage et apporter quelque part le témoignage d'enseignants, d'instituteurs, de responsables d'établissements scolaires, mais également d'élus locaux, qui sont naturellement partis d'un constat qui est celui de dire que, et ça a été rappelé lors d'un séminaire le 23 mai dernier par le ministère de l'Éducation nationale, le constat est que finalement, à peu près 60% des établissements, des écoles élémentaires aujourd'hui, disposent d'un débit Internet compris entre 512 et 2 mégas. Partie de ce constat-là est poussé par les maires ruraux et l'association des maires ruraux. Il a été imaginé, dans le cadre d'une phase pilote, d'équiper les écoles rurales d'une solution d'accès Internet par satellite. Parce que Internet par satellite rime avec immédiateté. Et l'on entend effectivement de grands projets à moyen, long ou très long terme que de couvrir toute la France avec du très haut débit partout. Mais les écoles rurales aujourd'hui ont besoin demain matin de passer de 512 kg à 20 ou 22 mégas. Et le satellite s'est trouvé être une solution qu'il a fallu pour nous expérimenter dans ces établissements. Alors on l'a fait en partenariat avec Telsat, et c'est pour ça qu'on va un peu ensemble avec Bruno co-animer cette présentation, ce résumé du dispositif Connect École, de ce bilan, un bilan qui est né d'une expérimentation qui a duré sur la période scolaire 2012-2014 et par laquelle nous avons pu installer des équipements dans ces établissements pour les raccorder au haut débit. Merci. Allô ? Si, c'est bon. Merci. Oui, justement, sur ce constat, et je vais aussi reprendre quelques propos du sénateur Yves Rome. Il a dit « Nous travaillons pour les autres générations et surtout à préparer ces générations futures pour cette révolution numérique. » Alors, cette révolution numérique ne peut intervenir si, dès le tout jeune âge, ces élèves, ces enfants, n'ont pas accès à cette technologie. Donc, de ce constat, comme l'a répété Christophe, 60% des écoles n'ont pas accès aujourd'hui à des solutions supérieures à 2 mégabits. C'était un chiffre qui nous a beaucoup surpris. Donc de là, on a fait découler cette opération qui nous a permis de voir 3 choses. Donc,
premièrement de tester la technologie satellite, voir si la technologie satellite s'intégrait réellement dans ce schéma. Valider donc des offres, voir comment ces offres pouvaient s'intégrer, comment elles pouvaient s'évoluer, parce que les offres qu'on avait jusqu'à présent étaient surtout des offres destinées à du grand public, et on ne savait pas quelle était l'utilisation, quel était l'usage qui était fait de cette technologie Internet dans l'école. Donc ces tests nous ont permis donc de découler un pilote. Donc ce pilote était porté sur l'équipement de satellites, de systèmes satellites, avec des débits aux alentours de 20 mégabits. Cette démo nous a permis donc de voir que certaines écoles avaient des équipements satellites, informatiques, mais n'avaient aucun débit. Donc on a vu un certain nombre d'instituteurs être obligés de préparer ces contenus chez eux, ramener ces contenus et amener ces contenus et les faire travailler au niveau des écoles, au niveau des enfants. Donc c'était quelque chose qui n'était pas très pratique, quelque chose qui était difficile à supporter pour les instituteurs. Et grâce à ça, on a pu voir que cette technologie pouvait quand même leur simplifier grandement la vie. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas vous parler de tous les usages qu'on peut faire avec du 20 mégas, mais quelque part, le témoignage des instituteurs enfin équipés d'une solution haut débit a été extrêmement positif. Ils ont des démarches administratives à réaliser, comme le disait Bruno, la plupart d'entre eux le faisaient de chez eux, parce qu'à la maison, ils avaient une meilleure connexion qu'à l'école. Ces instituteurs ne pouvaient pas illustrer leur programme pédagogique avec, quelque part, des contenus présents sur YouTube, Dailymotion, ou de simples photos qu'on peut retrouver sur Google. Ils ne pouvaient pas donc enrichir, finalement, leur programme pédagogique avec des contenus numériques. Et pire encore, certains étaient dotés de magnifiques outils pour, j'allais dire, apprendre le numérique aux enfants, mais ces outils n'étaient pas connectables. Ils étaient potentiellement connectables, mais ne pouvaient être connectés. Donc, les témoignages ont été extrêmement positifs vu du corps enseignant. Bien entendu, les élèves ont pu apprécier, utiliser l'ensemble des ordinateurs présents dans l'établissement. On a compté jusqu'à une quinzaine d'ordinateurs connectés en même temps dans une petite école rurale de la Sarthe. Donc, ils avaient les outils, mais ils n'avaient pas la connexion. Ces objets ont pu être connectés et globalement, eh bien, le satellite a pu répondre à la préoccupation première que nous avait émise l'association des maires ruraux, c'était qu'il fallait que les élèves apprennent le numérique, mais qu'ils apprennent aussi avec le numérique. Et en milieu rural, ce n'est pas aussi simple que ça quand vous n'avez un accès qu'à 512 kg. Donc le satellite, c'est une parabole qui a été installée sur le bâtiment de l'école, une parabole qui permet d'utiliser en l'occurrence un satellite de Telsat pointé à 36 000 km d'altitude. Donc on parlait tout à l'heure de distance, mais finalement, aujourd'hui, la connexion est simple, rapide à mettre en œuvre, au point que, et Sébastien l'a dit en introduction tout à l'heure, qu'effectivement, le bilan Connect École a pu inspirer le gouvernement et qui a annoncé en février dernier le lancement d'un appel à projet par lequel il allait chercher des solutions alternatives au réseau filaire, des solutions alternatives pour desservir un certain nombre d'établissements d'enseignement allant de l'école, je dirais primaire, au lycée, en passant par les lycées agricoles, d'accompagner ces établissements financièrement pour qu'ils puissent opter pour des solutions alternatives aux filaires. Ces solutions sont hertziennes terrestres, radio, WiMAX, Wi-Fi Max par exemple, mais elles sont également satellites. Et c'est en cela où, mais pas plus tard que lundi dernier, l'État a publié la liste des offres éligibles finalement à cette aide d'État, les offres des différents fournisseurs d'accès présents, dont nous faisons partie, mais nous sommes également aux côtés de 17 acteurs, même 18 fournisseurs d'accès Internet alternatifs ont été retenus pour apporter dans ces établissements scolaires, près de 9000, le disait tout à l'heure Sébastien, une solution d'accès à l'Internet haut débit, apportant plus de 20 mégas aujourd'hui, et ceci avant la fin de l'année. Car l'objectif important, c'est un déploiement rapide.
Dans certains départements, nous avons eu l'expérience de déployer rapidement de l'Internet par satellite. Je pense au département de l'Orne, que je cite souvent en référence, dans lequel nous avons pu installer plus de 600 clients en l'espace de quelques mois. Ça va très vite. On peut installer des milliers de clients très très rapidement parce qu'une parabole suffit, une vue dégagée vers le sud suffit, elle est fixée sur la façade d'une école ou d'un bâtiment et la connexion est immédiatement établie. Donc on voit bien, et je vais terminer là-dessus Oui. parce que je vois Sébastien qui nous regarde Affectueusement. affectueusement, bien sûr, Toujours. comme d'habitude, Sébastien. Non, simplement pour bien montrer qu'aujourd'hui, ce type de démonstration qu'on a pu mettre en place, donc on ne l'a peut-être pas précisé, mais c'est une vingtaine d'établissements scolaires qui ont été raccordés, voilà. Ces 20 établissements avaient quand même des profils complètement différents. Enfin, il y avait des écoles qui avaient des systèmes informatiques avec des réseaux très poussés à l'intérieur de l'établissement, avec des connexions très faibles à l'Internet. Il y avait d'autres établissements qui n'avaient rien du tout, qui ont, grâce à cette connexion, pu s'équiper de tableaux interactifs, d'ordinateurs portables. Donc les enfants ont pu vraiment tester ça. Mais enfin, voilà, c'est dans cette démonstration, on a pu valider que le satellite était une solution là où les autres solutions sont mal adaptées. Donc on est vraiment sur un produit qui est complémentaire, sur un mix technologique. Aujourd'hui, le président Ivrom a parlé de la fibre. Bien sûr, il faut mettre de la fibre là où on peut. C'est sûr qu'il y aura un certain temps pour fibrer. Alors, tant mieux, l'Oise va être fibrée rapidement. C'est une très bonne nouvelle. Mais il y a beaucoup de départements français qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas dire aux élèves « attendez que le haut débit arrive pour utiliser les outils numériques ». C'est aujourd'hui qu'il faut les utiliser, c'est pas demain. Et il faut que nos enfants baignent dans ce numérique le plus rapidement possible et pour qu'on soit compétitif pour l'avenir. Merci. Christophe, un dernier mot? On applaudit avant. S'il est offert, je le prends, le dernier mot, Sébastien. Tout petit dernier mot. Non, mais le dernier mot, c'est de dire que de ces expérimentations naissent des produits adaptés aux consommateurs. C'est-à-dire que globalement, avant d'équiper des écoles rurales, nous n'avions pas la prétention, ni Nornet, ni Eutelsat, ni la MRF, ni Orange, de pouvoir prédire quelles étaient les attentes extrêmement importantes et prioritaires du corps enseignant, du responsable de l'établissement, voire de l'élu local. Nous n'avons pas cette prétention-là. Et cette démonstration, cette expérimentation nous a vraiment permis de mieux connaître leurs usages, de mieux connaître leurs attentes, de mesurer le trafic qui circule au travers de la connexion Internet, parce que pour ceux qui connaissent le satellite, vous savez que la notion de trafic est une notion importante dans la détermination d'un prix d'un abonnement. Et donc nous avons très simplement regardé, écouté ces consommateurs pendant un peu plus d'un an. Et à l'issue de cela, ça nous a permis très clairement, et là je reprends ma casquette commerciale, mais très clairement de créer des offres adaptées et destinées aux écoles, et plus particulièrement aux écoles primaires et rurales, en leur apportant des notions qui vous paraissent classiques pour ceux qui habitent en milieu urbain, mais en leur apportant des solutions à 20 mégas avec une garantie d'un accès au surf et au mail, je dirais permanent, ininterrompu, d'apporter à ces établissements un volume de données à échanger chaque jour, quand les élèves sont présents, un volume de données suffisamment important pour répondre à leurs attentes. Voilà, donc ce dispositif nous permet, à nous industriels, de mieux connaître les attentes des consommateurs et de développer les produits adéquats. Merci. Merci Connect École, donc on vous applaudit. Merci. Et le vrai dernier mot de cette table ronde, j'aimerais le donner à Ivrom pour tracer la perspective. On a bien vu que, voilà, transformation, métamorphose. Travail maintenant. Donc sur l'ensemble des territoires, comme dit Axel Lemaire, le numérique partout, pour tous, par tous. Donc, quel est le dernier mot que vous avez envie de transmettre à la salle et aux gens qui nous regardent en streaming? Bien, j'ai envie de dire à la salle que nous sommes à la croisée des chemins dans cette République par rapport à l'objectif essentiel de fibrer l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, vous avez vu que le paysage est en train d'être reconstruit au niveau des opérateurs. Quelles seront les conséquences des engagements contractés par les opérateurs sur les zones AMI, dans le cadre de la fusion-absorption de SFR par Numéricable, et des évolutions que connaissent les autres opérateurs, victimes, de mon point de vue,
d'un accès de zèle d'une haute autorité, c'est souvent le cas en France, qui a décidé, pour élargir la concurrence, de créer un 4e opérateur sur la téléphonie, asséchant ainsi les marges d'investissement de la plupart des opérateurs et contribuant finalement à ce que sur les réseaux que nous déployons, ce soit d'autres, notamment sociétés américaines, qui s'emparent de l'intelligence que la France et ses citoyens sont capables de porter. Donc à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, d'autant plus que le paysage institutionnel qui nous est offert, sème, vous l'avez peut-être ressenti dans mes propos matinaux, un trouble certain, à défaut parfois même de la colère, chez les collectivités locales. Or, cet objectif ne pourra pas être atteint sans les collectivités territoriales. Inquiétude renforcée par les 11 milliards d'euros d'économies qui sont renvoyés vers les échelons territoriaux. Inquiétude supplémentaire avec le trouble institutionnel lié à la clause de compétence générale. Moi, je voudrais tirer partout des sonnettes d'alarme, même sonner le tocsin. Il est très bienvenu de se gausser de la clause de compétence générale. On l'entend d'ailleurs chez les sachants de cette société qui sont devenus ceux qui causent dans les radios, les télévisions, en longueur de matinée et rediffusant perpétuellement les mêmes images d'ailleurs, et les mêmes mots souvent. La clause de compétence générale, c'est le millefeuille territorial. Et sans millefeuille territorial, sans la participation de chaque échelon de collectivité à des objectifs majeurs, essentiels, rien n'est possible. Aujourd'hui, pas même l'État, englué dans toutes les difficultés qu'il connaît, et quelles que soient d'ailleurs les options de ceux qui seront placés à la tête, qui le sont ou qui seront plus demain, peu importe, l'État n'aura jamais les moyens d'atteindre l'objectif. Et c'est en quelque sorte contradictoire avec tout ce que j'ai entendu ce matin, que la révolution, les changements, peu importe, la métamorphose, j'aime bien l'expression, elle est plus dynamique, parce qu'après la métamorphose, il y a un changement, il y a un autre monde, il y a autre chose qui se prépare, qui se construit. Eh bien, tout cela ne sera possible que si chacun collabore, coopère, participe à l'objectif avec tous ses moyens, ses capacités, ses financements, et puis son esprit inventif et créatif. Moi, j'ai bien entendu tout ce que vous disiez. Il faut que partout le savoir se diffuse. Mais pour qu'il se diffuse, il faut qu'il y ait ces réseaux. Et sans les collectivités territoriales, il n'y aura pas de réseau. Ou alors, si, il y aura les réseaux pour tout ce que je déteste, et qui est déjà, pour moi, un monde fini. C'est la métropolisation du monde et de notre nation. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On s'est beaucoup gossé sur la métropole, c'est moderne. On a même créé une nouvelle structure au Parlement il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on étudie attentivement les données de l'INSEE, les évolutions de la manière dont vivent, dont habitent, dont se déplacent les populations? On assiste à un phénomène qu'on appelle aujourd'hui la réactivation des zones rurales. C'est la périurbanité, urbanisation. C'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui sera rendu possible par le numérique. Nous anticipons. Nous sommes dans un département que vous connaissez bien, puisque vous avez décidé de devenir plus intelligent, du moins à l'intérieur de ce département, pour les étudiants de l'UTC. Ce département, il est ouvert sur le monde, mais il est plus particulièrement ouvert sur la région parisienne. On veut nous envoyer, je disais en termes de plaisanterie, avec l'aide de crayons de couleur, sur Champagne-Ardenne. Moi, je vous fais une confidence, je ne suis jamais allé à Troyes. À Reims, oui, parce qu'il y a eu un congrès de mon parti. Pas pour la cathédrale. Bref, nous n'avons aucun lien avec Champagne-Ardenne, sauf l'UTC, parce qu'au moins l'intelligence, elle est partout. Elle se déploie sans... Elle casse la distance et le temps. Mais simplement, la population isarienne est tournée vers Paris. Tous les jours, il y a des flux de véhicules qui se dirigent et qui bouchent toutes les artères les plus
grande que l'on ait pu construire, toutes les autoroutes, que ce soit la 1 à la 16, à partir de... Je termine. À partir de 6 heures du matin, ne me bouchez pas, l'horizon. À partir de 6 heures du matin, tout est fermé. Ce monde est fini. Ce monde est fini. Et souvent, la plupart de ces personnes seules dans un véhicule vont travailler à Paris ou dans les grands pôles d'emploi de la région parisienne pour des tâches dont la valeur ajoutée collective et individuelle reste très largement à démontrer. Donc, le coworking, le co-travail, le covoiturage, enfin, ce qu'on bâtit ensemble avec les autres et non pas contre les autres. Alors, vous voyez peut-être aussi parfois que le paradigme de la pensée de certains décideurs nationaux se mettent à l'heure du monde et à l'heure du numérique. Merci, on vous applaudit. Merci, Président.